je sors également, moi, mes chiffres, c'est-à-dire ceux que vous connaissez sûrement de l'étude annuelle de PricewaterhouseCoopers, qui montre que on a vu un budget de la sécurité augmenter de 51% en 2013, mais des incidents augmenter de 25%. Voilà ces deux chiffres-là seulement, Alain Bauer. Est-ce que ça veut dire soit que les budgets n'étaient pas suffisants auparavant, ou alors qu'on a toujours du retard? Quand je donnais les statistiques annuelles de la criminalité et de la délinquance, j'expliquais aux nombreux journalistes présents, tous intègres et tous honnêtes, mais pas toujours tous très à jour de l'art et la manière de faire dire aux statistiques ce qu'on a envie qu'elles disent, que la statistique était la première des sciences inexactes. Et donc, moi, je ne sais pas ce qui a augmenté par rapport à quoi et ce que ça représente. Il suffit qu'il y ait eu 4 incidents au lieu de 2 pour qu'ils aient augmenté de 100%, sans que la masse des incidents n'ait pas grand-chose à voir. Non, le problème essentiel, il est de l'art et la manière d'utiliser la technologie pour répondre à des menaces. Or, dans la plupart des pays du monde, sauf en France, on commence par faire un diagnostic du problème, on établit éventuellement un pronostic et on peut éventuellement se disputer sur la thérapeutique. La France est un pays merveilleux car nous avons les meilleurs spécialistes de la thérapeutique au monde, sans aucun effort de diagnostic, jamais. Alors, de temps en temps, ça marche, car il faut croire à des forces supérieures, mais en général, c'est au petit bonheur la chance, et le fétichisme technologique est une des maladies les mieux répandues dans l'univers occidental, puisqu'on a en général toujours la réponse à la question qui n'a pas été posée, et très régulièrement d'ailleurs, après un incident grave, nos amis américains, qui sont de ce point de vue-là extrêmement réactifs et extrêmement efficaces, vendent une solution qui ne correspond en rien au problème, mais qui vous font croire que vous venez de le résoudre. Donc c'est quoi? C'est un problème de méthodologie alors? De formation? De cursus? De connaissance du monde qui bouge? Si j'étais vraiment méchant, je dirais que c'est un problème de culture. Oui. C'est-à-dire le fait de se poser d'abord la question de c'est quoi la maladie dont on parle? Car si vous allez chez votre médecin et qu'avant même d'être assis, il vous pond une ordonnance, même si c'est remboursé, de moins en moins bien d'ailleurs, par la sécurité sociale et votre mutuelle, vous en changez. Vous avez besoin d'une auscultation. Si vous allez chez le médecin pour un début d'irritation et qu'il vous laisse le choix entre c'est pas grave et mettez un peu de pommade alors que vous avez un cancer foudroyant, ou on va couper tout de suite puis discuter ensuite alors que vous avez juste pris un fruit mal lavé, vous êtes désagréablement mal servi par le médecin. Le processus en général, il est d'avoir une analyse assez précise du problème qui est posé. Ce que nous faisons de moins en moins, car le temps et l'espace, à cause de la technologie, pour une fois, se sont rétractés. Aujourd'hui, le cerveau se limite à 120 caractères de Twitter, ce qui, même dans le monde médiatique, est un peu léger et se traduit en général par des fausses informations, de la désinformation et surtout aucun élément qui permet de se faire sa propre analyse et sa propre idée du sujet. Et donc cette perte du contrôle du temps et des contenus amène mécaniquement à être uniquement réactif sur tout le temps, sans jamais se poser ni prendre le temps de se déterminer sur 1, quelles sont les menaces, 2, quelles sont les prospectives possibles, et 3, quels sont les outils, les produits, éventuellement les solutions que je mets en face. Et nous sommes tous atteints de la même maladie, et ceci ne concerne pas seulement la France, pour une fois, mais l'ensemble du monde occidental. Cette maladie nous a tous touchés. Ça veut dire, quand vous parliez de fétichisme technologique tout à l'heure, que finalement c'est un leurre qui semble donner une réponse pour nous priver de faire l'analyse en amont, le diagnostic, c'est ça? On ne le fait plus, et d'ailleurs j'ai une deuxième question qui va avec. Là, ce que vous nous expliquez, est-ce qu'on a une chance de le changer fondamentalement? Oui, de temps en temps, nous avons un drame catastrophique, une tragédie ou des péripéties tragicomiques qui nous amènent de temps en temps à nous poser des questions. Il n'y a pas longtemps, je me suis retrouvé à dîner avec un des principaux responsables d'une agence américaine qui n'existe pas et qu'on appelle la NSA. Alors évidemment, c'était un peu gênant, d'abord parce que nous étions assis l'un à côté de l'autre et que ce n'était pas prévu, que le plan de table était moins structurellement intelligent que celui qui a été fait ce soir à peu près partout, et que des gens qui a priori ne devaient pas se rencontrer se sont retrouvés l'un à côté de l'autre. Et donc la question qui était posée,
par l'aimable représentant local était les effets de l'affaire Snowden en France. Parce qu'il fallait bien qu'il raconte quelque chose à table. On était là quand même pour passer 45 minutes. Et je lui ai dit, c'est formidable parce qu'en fait, le problème n'existe pas. Il n'y a pas de problème. Alors, il était extrêmement soulagé parce qu'il pensait qu'on allait être plutôt... parce que je lui ai dit, voilà, le problème, c'est que votre truc ne sert à rien du tout. Il n'a jamais servi à rien. Jamais. Vous avez dépensé 100 milliards de dollars pour rien. La démonstration, d'ailleurs, c'est qu'avec 100 milliards de dollars pour écouter le monde entier, intercepter tout le monde, vous n'avez même pas vu Snowden qui est arrivé avec une petite clé USB et qui a pillé l'ensemble du système. La démonstration qui est faite, c'est que les outils d'interception et de surveillance, la quincaillerie, car ça n'est que de la quincaillerie, c'est extrêmement utile quand vous savez ce que vous cherchez. Et ça ne sert à rien quand vous ne le savez pas. Parce que le produit n'est que l'émanation du programmeur. Et le programmeur ne sait que ce qu'il sait, pas ce qu'il ne sait pas encore. Or, le décèlement, l'anticipation, la recherche, etc., ça nécessite un cerveau humain, un processus qui n'est pas encore aujourd'hui reproductible d'un point de vue technologique. Donc la technologie, c'est très utile pour confirmer ou infirmer une intuition humaine, et ça ne sert à rien si on n'a pas, au début, quelque chose qui n'est pas du produit technologique. Donc la technologie sert juste à nous rassurer. C'est un peu comme Vigipirate. J'en suis un des inventeurs, donc j'en suis pas plus fier que cela. Ça n'a jamais empêché un attentat ni arrêté un criminel. Ça sert à rassurer les populations. C'est un outil de communication. Mais au moins, nous, on le savait. Mais alors, donc, j'en reviens un peu à la question de tout à l'heure. Est-ce que c'est un problème de formation, alors ? Est-ce que c'est ça qu'il faut arriver à... Ça serait peut-être un problème d'information. C'est-à-dire que dans le jeu journalistique traditionnel, une très grande partie de vos collègues font du copier-coller et sont très contents de répéter bêtement ce qui est dans le dossier de presse bien fait par l'entreprise qui vous vend un produit formidable. Alors je vais vous prendre un exemple simple. Il y a un jeune homme qui décide de faire sauter un avion américain en mettant un produit... qui est en poudre à l'intérieur de ses sous-vêtements entre Amsterdam et Dallas. Il faut donc répondre à un problème majeur qui est la détection d'un explosif avec ou sans solvant sous une forme nouvelle qui est la poudre, puisqu'il en avait fait une espèce de savon. Il y avait juste un problème de détonateur, mais autrement, ça passe. Les Américains disent il n'y a aucun problème, nous allons mettre en place un outil qui sont les passages, les scanners, les scanners dont aucun ne sait reconnaître aucun produit explosif d'aucune sorte. Le monde entier a acheté pour des centaines de millions de dollars des scanners dont aucun ne sait répondre à la question qui était posée. Mais le scanner était la démonstration qu'on avait progressé dans la sécurisation des passagers entrant dans les avions, puisque maintenant, au lieu de passer dans un rayon X, on passait dans un scanner. Certes, il ne répondait pas à la question posée, mais on donnait l'impression qu'on venait de répondre au problème qui était posé. Vous noterez d'ailleurs que ça fait 8 jours qu'un 777 a disparu dans un espace relativement contrôlé, où il n'y a pas de triangle des Bermudes, où on découvre au fur et à mesure que, on peut monter dans un avion avec des passeports volés parce que personne ne regarde la base de données d'Interpol, à part les Américains, et encore pas toujours. 2, que dans des avions, on peut déconnecter l'ensemble du système très gentiment, comme si de rien n'était, et qu'il n'y en a pas qui fonctionnent automatiquement, dans le cas improbable, mais possible, où le pilote deviendrait dingue, ou perdrait le contrôle de l'appareil, etc. etc. Sujet qui était censé avoir été résolu au moins depuis le 11 septembre, et en tout état de cause, au moins depuis l'affaire du Boeing Rio, enfin de l'Airbus de Rio. Il y a une partie des sujets qui nous échappent totalement parce que le temps va tellement vite, une information expulse l'autre tellement vite, que nous ne faisons plus attention à rien et que surtout nous ne vérifions jamais que les choses ont vraiment changé. Pour des raisons qui soient rationnellement compréhensibles. Alors, est-ce qu'on peut imaginer, comme pour le vaccin de Pasteur, que malgré tout, lorsqu'on met de nouveaux outils qui ne répondent pas à la réelle menace, on améliore la sécurité quand même en répondant à d'autres questions qui ne se sont pas encore posées ? Alors, j'ai quelques collègues qui ont fait une étude sur le rendement des investissements en matière de sécurité dans la lutte contre le terrorisme. Vaut mieux investir dans les pervenches. D'accord. Donc, l'humain est au cœur, évidemment, de la sécurité, de toute façon, quoi qu'il en soit, et malgré le mythe technologique. L'humain aidé par la technologie, pas la technologie remplaçant l'humain. Et est-ce que l'État doit jouer un rôle dans la définition de tout ça ?
À partir du moment où on considère qu'il faut un organe central qui a comme objectif l'intérêt général et pas la vente d'un produit ou un intérêt particulier, il faut un État. Il faut un État d'ailleurs qui parle avec la profession, il faut un État qui soit un État d'économie mixte, il faut un État qui ne soit pas là pour produire mais qui soit là pour contrôler. Et de ce point de vue-là, les deux interlocuteurs peuvent même trouver une forme d'équilibre. Dans des États très fédéralisés, l'État est plutôt faible, mais du coup il a un rôle d'impulsion. Dans un État très centralisé, l'État a un rôle très fort, mais il doit apprendre à écouter le secteur privé qui n'est pas là uniquement pour payer des impôts. Et avec de toute façon des réponses qui sont apportées dans la formation même, j'y reviens toujours un peu, la création de filières, c'est ça qu'il faut ? À l'échelle peut-être même européenne. Il a fallu très longtemps pour avoir une création de filière sécurité, et c'est un gigantesque acquis. Il a fallu très longtemps pour que l'État, qui a inventé la sécurité privée en France, décide enfin de la contrôler et de la faire contrôler par un outil mixte, payé par la sécurité privée, qui est elle-même demanderesse. C'est quand même assez rare qu'un outil, que des gens manifestent pour payer une taxe, à tel point d'ailleurs qu'ils surpayent la taxe, et qu'il va bien falloir désormais le rendre un peu de ce qu'ils ont trop payé, mais ce sont des processus qui existent quand on est dans un cercle vertueux. Donc il faut un État à l'écoute, qui soit en situation directrice, mais qui soit aussi en situation de compréhension et du fait qu'il ne donne pas des ordres, mais il est dans un processus de dialogue. Je dois dire d'ailleurs que la création de la délégation interministérielle à la sécurité privée, qui vient de se transformer en délégation ministérielle aux coopérations de sécurité, était du point de vue de l'État un gigantesque progrès et qui a été un enjeu majeur dans le passage à l'âge adulte de l'ensemble du secteur de la sécurité privée, et notamment dans le processus à venir de reconnaissance de la qualité et du rôle important des directeurs de la sécurité privée des grandes entreprises, qui jusqu'à présent n'existaient pas, puis ont existé en tant que service interne sans vraiment le dire, et qui doivent aujourd'hui trouver une place reconnue dans le dispositif, à la fois dans l'organe de représentation des services internes à l'intérieur du CNAPS, et puis probablement dans la manière dont l'Agora ou d'autres organisations du même type réussissent à donner de la voix, à fournir un cadre d'expression et de dialogue à ce qui était jusqu'à présent maltraité, mal considéré et mal reconnu. Une question qui va faire la transition avec nos partenaires qui sont ici pour la table ronde. On l'a vu ce matin, il y a encore des gens qui peuvent monter sur le toit d'une centrale nucléaire à Fessenheim. On parlera au bas mot d'une faille de sécurité, mais est-ce que, vu que ce n'est pas la première fois, et par rapport à tout ce qu'on a dit, et par rapport à notre problématique, le maillon faible, ça ne devient pas l'individu ? Non, l'individu, c'est le maillon fort. Le maillon faible, c'est la chaîne. Oui. C'est dans la chaîne, le moment où on est procrastiné, où on a tellement l'habitude qu'on n'y fait plus attention, où on ne s'occupe plus de rien. Et aussi, on a un avantage. C'est que dans beaucoup d'autres pays, il ne serait pas sur le toit de la centrale nucléaire, il serait dans un cercueil devant la centrale nucléaire. Ce qui est la chance de ce pays, c'est qu'on ne tire pas sur les manifestants, même quand ils arrivent à rentrer dans un site protégé. Christian Hagroum, aujourd'hui, on le voit là, on a des entreprises qui sont des entreprises globales, et on l'a démontré avec Alain Bauer, donc un risque global aussi, et sans doute une complexité plus forte d'arriver à détecter le danger, le risque, lorsque on a une entreprise qui a des sites un peu partout. Alors, oui, bien sûr. La détection du risque, c'est la première étape du processus de sécurisation d'une entreprise, quelle qu'elle soit. La difficulté réside dans la multiplication des risques. Alors, on connaît tous la méthode, l'analyse de risque qui permet mais cette analyse de risque, c'est une chose incontournable. Il faut la traverser. Et puis après, il reste cette capacité d'analyse. Il reste ce facteur humain qui va permettre d'aller un petit peu plus loin et qui va permettre d'apporter une vision, un credo, une compétence qui assureront l'intégration de ces différents facteurs. Je m'explique. Pouvoir travailler sur une attaque, quelle qu'elle soit, à l'égard d'une entreprise, c'est à l'heure actuelle prendre en compte des facteurs humains, facteurs traditionnels de sabotage, de pénétration, etc., des facteurs informatiques, liés à la sécurité des systèmes d'information, etc., etc. Ça demande une veille, ça demande une surveillance, ça demande la mise en place d'outils de gestion de crise, ça demande une vision globale
de la connaissance, de la compétence et des particularités de l'entreprise. C'est ça la grande difficulté à l'heure actuelle du métier et de son exercice. Surtout que les entreprises maintenant deviennent des cibles là où peut-être il y a encore 20 ou 30 ans, on attaquait des institutions ou des représentations de l'État. Là maintenant, l'entreprise aussi devient une cible, y compris pour des terroristes. Oui, parce que l'entreprise a aussi pris une part dans la vie sociale qui est différente de celle qu'elle occupait, ou du moins de la compréhension que les acteurs peuvent en avoir. Je m'explique, une entreprise comme Microsoft, comme Google, sont venues des entreprises tellement puissantes, tellement énormes, tellement gigantesques au point de vue mondial, qu'elles parlent comme des États, et qu'elles parlent d'égal à égal avec certains États. On connaît toutes ces affaires. Donc ça donne tout de suite une vision qui appelle à une nécessaire implication des différents acteurs qui, jusqu'à présent, se tournaient vers l'État pour exprimer leur mécontentement. Oui. Thierry Delville, il y a de plus en plus d'électronique au-delà des hommes. Est-ce que ça veut dire que là aussi, dans la gestion des systèmes de sécurité, des systèmes de risque, il faut accompagner cette mutation? Et est-ce qu'elle suit? On a toujours tendance à dire que y compris les pirates, ou en tout cas ceux qui veulent commettre des actes contre une entreprise ou contre un État, vont plus vite que ceux qui sont chargés de le protéger. Vous posez le problème de l'accompagnement du changement et de l'introduction des technologies dans les organisations. Alors là, en l'occurrence, je ferais peut-être mieux à même d'en parler côté étatique. Il est clair que cette introduction, elle n'est pas nouvelle, c'est vrai, mais la cadence est quand même soutenue. Et il faut bien reconnaître que c'est un volet, un levier, d'une part essentiel pour ne serait-ce que rentabiliser l'investissement effectué, ce qui renvoie à ce qui a été dit tout à l'heure par M. Bauer. C'est vrai qu'on a une tendance à croire que le primo-déploiement se suffit à lui-même et que dans la durée, tout va bien se passer. Bien souvent, ce n'est pas le cas. Il importe que la technologie qui doit finalement être l'aboutissement d'une réflexion bien en amont sur effectivement la menace et la réponse à un besoin spécifique, puisse vivre évidemment dans la partie technique, mais vivre aussi dans la partie accompagnement humain, formation, et c'est déterminant. Ouais. C'est vraiment déterminant. On peut installer un système radio dans un pays. Je crois que M. Guillot, qui est à ma gauche, pourra en parler longuement. Introduire un système radio, un nouveau système de radiocommunication dans un pays, ça ne se passe pas en un an ou en 2 ans. Ça se passe dans la durée. Et ça se passe dans la durée pour maîtriser la transmission de données, pourquoi on l'utilise, qu'est-ce qu'elle optimise comme processus. Et voilà. Et donc derrière, effectivement, répondre à l'ensemble de ces menaces, c'est aussi savoir maîtriser ces outils. Il y a plein d'exemples dans la police ou dans la gendarmerie Puisque vous connaissez bien la préfecture de police, mais du coup la réaction, et Alain Boyer pourra peut-être réagir aussi là-dessus, la réaction politique, la plupart du temps, on va prendre un cas hors Paris, on va prendre Marseille, à chaque fois qu'il y a des incidents, des tirs à la Kalachnikov dans les rues de Marseille, le ministre de l'Intérieur envoie 35 policiers de plus. Est-ce qu'il ne faudrait pas 35 caméras de plus ? Alors ça, c'est un autre sujet majeur. Est-ce que la sécurité doit durablement rester une question de main-d'œuvre ? Oui. Je crois que M. Haas en a fait l'illustration, la démonstration à travers sa présentation en introduction. On est en train de muter. Alors, est-ce que l'État mute aussi vite que le secteur privé ? Je vous renvoie à des rapports annuels d'activité ou des documents budgétaires sur effectivement, on est encore aujourd'hui, tant côté police que gendarmerie, effectivement, une entreprise de main-d'œuvre avant tout, avec un rapport 90-10 ou 88-12, je n'ai pas exactement le chiffre de l'année 2014 ou 2013, enfin de l'exécution du budget 2013. C'est évident que l'enjeu est là. C'est un enjeu majeur, c'est un enjeu difficile, politique, mais il est certain qu'on doit pouvoir transformer durablement, moderniser par tout un ensemble d'actions, bien entendu la mutualisation. Il y a aujourd'hui des grands services technologiques, logistiques qui se regroupent, qui fusionnent, qui permettent de gagner, d'optimiser les états-majors, d'avoir des investissements communs, donc de dégager en principe des capacités nouvelles, mais je pense que bien au-delà, effectivement, ce que vous citiez à travers un exemple, que ce soit à Marseille, à Lille ou à Bordeaux, effectivement, c'est qu'on ne pourra pas continuer à répondre
avec uniquement une réponse en effectif qui satisfait, mais qui effectivement n'est probablement pas suffisant. Il faut la compléter par un investissement technologique, mais un investissement technologique qui lui aussi n'est pas uniquement, qui doit se penser autrement. Aujourd'hui, à travers un exemple que j'ai vécu de près, c'est le développement de la vidéoprotection sur Paris, donc à travers un partenariat public-privé, au sens strict du terme, au sens juridique du terme, tel que Bercy l'entend. Effectivement, on voit bien derrière, et les capacités nouvelles de rayonnement et d'extension du dispositif à travers tout un ensemble de partenariats avec des entreprises, avec l'aide du FIPD, à travers donc des subventions où on mixe du public, du privé. On va être capable de travailler sur un maillage de plus en plus fin, de plus en plus intéressant et très opérationnel, à la fois pour les acteurs privés, pour leurs besoins, et à la fois pour les acteurs publics. Alain Boer, un mot sur cette réponse, souvent politique et pas forcément proportionnée. C'est-à-dire que si les hommes politiques décidaient de faire de la politique, ils essaient de réagir à toutes les provocations journalistiques, de surréagir. Pour prendre un exemple, il y a 2 fois moins de morts à Marseille l'année dernière qu'il n'y en avait il y a 20 ans. Sauf que le temps journalistique commence il y a 30 secondes et se termine dans 30 secondes. C'est un temps poisson rouge. Et c'est une des difficultés, c'est que les hommes politiques ont décidé de s'adapter au temps médiatique, d'y croire, d'occuper le terrain médiatique, de s'agiter, d'être présents parce que c'est ce qui leur est demandé et que s'ils ne le font pas, les médias leur font payer. Les deux vont se suicider, médiatique et politique, dans ce jeu d'occupation du temps par le vide, par la twitterisation du cerveau, en laissant un espace merveilleux, 1 à l'abstention et 2 aux extrêmes. Et chacun pleurera ensuite à chaudes larmes sur la question. Donc 1, le ministre de l'Intérieur, le président de la République, le Premier ministre et tous les autres ministres, leur place est dans leur bureau, car ils sont payés pour y travailler, pas pour s'agiter en perturbant l'activité des services de secours ou des services d'enquête, pour faire une déclaration sur plus jamais, non, ça n'arrivera plus, et demain ils seront tous arrêtés, ce qui est le jeu qu'on leur fait jouer, et que nous acceptons de leur faire jouer avec notre complicité qui est celle des citoyens et des électeurs, et sur lequel, l'un tenant l'autre, disparaîtront en même temps les médias et les politiques pour le plus grand drame de ce qu'est encore l'idée qu'on peut se faire de la démocratie. Donc oui, il y a une manière de régler cette question, c'est de ne plus répondre à la demande pressante des journalistes visant à ce qu'on réponde à n'importe quoi sur l'instant, dans le moment, alors même que ni au ministère de l'Intérieur ni ailleurs, on a une quelconque idée dans la seconde de ce qui est en train de se passer, et qu'au moment où on le sait, il y a déjà eu 1 information et 3 démentis, ce qui fait 4 informations pour le plus grand bonheur des chaînes d'information en continu. D'accord. Donc ce serait donc la faute des médias. Très bien. Et des politiques. Hervé Guilloux, juste parce que pour le coup, on l'a dit tout à l'heure, on peut aujourd'hui, alors qu'a priori il y a des satellites qu'on connaît bien chez EADS, on arrive à perdre un avion qu'on connaît bien aussi chez EADS, des avions. Comment est-ce que c'est possible alors qu'a priori la technologie fait des bonds de géants et devrait aider à sécuriser? Contrairement à ce qu'on pense, le gap de la sécurité, c'est un gap systémique, c'est pas un gap de technologie. Les technologies pour positionner les avions, elles existent depuis 20 ans, 30 ans. Les technologies pour détecter des pirates en mer, elles existent. Les technologies pour avoir des communications sécurisées, elles existent. Le véritable sujet, c'est ce qu'ont évoqué les orateurs précédents, c'est effectivement d'avoir une approche réellement capacitaire, c'est-à-dire mixant les concepts opérationnels et les systèmes. Et je parle bien de système et pas d'acheter du matos au catalogue de la Redoute, pour effectivement travailler sur l'optimisation d'ensemble de la sécurité. Bon, moi, je ne suis pas un spécialiste de sécurité aérienne, mais ce que je peux vous dire, c'est que si on ne retrouve pas les avions, c'est parce que les opérateurs des avions n'ont pas voulu s'équiper de ces systèmes de sécurité. Et la vraie question, et on a le même sujet dans le cyberdomaine, qui se pose aujourd'hui vraiment de façon encore plus prégnante, c'est pourquoi les gens ne veulent pas aujourd'hui investir dans la sécurité.
Alors là, il y a plusieurs réponses, suivant qu'on est des acteurs publics ou privés. Bon, la réponse est d'ailleurs pas tout à fait la même. Mais si, par exemple, on regarde le sujet privé, c'est évidemment une question de gouvernance des entreprises, hein, parce qu'en général, on confie à son directeur de l'informatique le budget de la cybersécurité, qui est évidemment un concurrent budgétaire instantané du service qu'il doit rendre. Donc c'est le pire allocataire de ce budget. Et en plus, évidemment, l'essentiel des réponses sont en dehors de son champ de responsabilité. Donc c'est un problème de positionnement. On ne sait pas où poser c'est un problème de positionnement et un sécurité. problème de gouvernance. Un PDG de boîte, il faut lui parler que de deux choses, de fric et de réputation. Ouais. Bon. Si vous allez le voir en lui parlant de technologie, des serrures, ou de gateways, ou de VPN, ou ainsi de suite, vous ressortez de son bureau en disant « Écoutez, monsieur, vous avez un budget, utilisez-le ». Mais le vrai sujet, c'est d'arriver à faire rentrer l'écosystème de la sécurité dans l'écosystème global de la compétitivité des pays. Bon, par exemple, moi je pense, et c'était un des meilleurs arguments qu'on ait eu pour créer la filière sécurité, de dire France, a safe place to do business, ça crée de la valeur. Parce que si la France a la réputation d'être une place sûre pour faire du business, ben les investisseurs viendront. Mais c'est bien une question d'argent, effectivement. Il y a un retour sur investissement sur la sécurité. Et ça, Oui. c'est pas compris. Non, pas du tout. Parce qu'en général, le sujet n'est pas approché comme ça. Ouais. Et regardez combien d'entreprises du CAC 40 publient dans leur rapport annuel le risque économique lié à leur sujet de cybersécurité. Ben, vous en trouverez très peu. Et j'ai un autre exemple dans le maritime qui est vieux, hein, qui date d'il y a 20 ans. Mais le jour où les assurances ont été obligées de payer les premiers dégâts des marées noires, la seule différentielle des primes d'assurance a payé la totalité de la flotte mondiale de pétroliers à double coque en 10 ans. Donc c'est un problème d'écosystème. Et donc il faut créer les systèmes qui naturellement sont vertueux et qui donc vont faire que les gens ont intérêt à investir dans la sécurité, et pas uniquement parce qu'il y a un décret-loi qui est sorti, ou parce qu'on a sorti un article dans la LPM, et que ceci et que cela. Et je reviens à la question aérienne. Je pense que la raison principale pour laquelle les avions ne sont pas équipés, par exemple, de connectivité temps réel, c'est parce que c'est pas obligatoire. D'accord. Et ça, c'est le vrai sujet. Christian Agroum, vous vouliez ajouter justement sur ce ROI Security ou Safety. Oui, non, je voulais rebondir sur la ROI. Le retour sur investissement, c'est une vraie problématique. Il n'y a pas de retour sur investissement facilement mesurable dans le domaine de la sécurité. C'est une des grandes difficultés. Je suis tout à fait de l'avis de M. Guillou qui rappelle que les deux éléments sur lesquels on peut jouer, c'est la réputation de l'entreprise et c'est le coût. Ça, c'est évident. Comment voulez-vous parler retour sur investissement sur des problématiques de sécurité et tout particulièrement en matière de cybersécurité? En matière de cybersécurité, on est face à une cybercriminalité, face à une infraction qui n'a pas de cadavre. Comment voulez-vous expliquer que vous êtes en train de protéger l'entreprise autrement que par le risque réputationnel? Comment voulez-vous expliquer à la plupart des entreprises, donc à la plupart de vos patrons, qu'elles soient elles-mêmes victimes non pas d'une attaque ciblée, mais d'une attaque de masse? Il y aurait 93% des 93, comme on dirait dans le pays où j'habite, 93% des entreprises qui auraient été victimes, dans le cas de la Commission de l'Union européenne, d'attaques, d'après un rapport récent de la Commission européenne. 93%. Mais C'est-à-dire la qu'on a des sécurité, c'est attaques le non-dit, qui sont complètement silencieuses, qui passent sous le spectre du radar et qui seront peut-être même jamais détectées. C'est la leçon qu'on a de Stuxnet, du coup, Flammer, etc. Des attaques qui ne sont même pas détectées. Vous vous rendez compte? Combien? C'est les 7%. Voilà, les 7% peut-être. Voilà, c'est ça la difficulté, c'est faire comprendre le retour sur investissement, et c'est jouer aussi, il y a un argument aussi qui joue, c'est le marketing, l'argument de marketing, c'est-à-dire présenter sa société comme une société qui travaille en sécurité et qui porte la sécurité comme une de ses gènes. Ça peut être dans pas mal de domaines qui sont autour de cette table un argument facile pour faire comprendre que la réputation de l'entreprise, elle joue aussi dans sa capacité à se protéger. Ouais. Thierry Delville, simplement, là, on voit bien qu'il y a peut-être un problème de positionnement du poste de directeur de la sécurité,
Parce que finalement, vous êtes très proche du directeur du DSI, qui lui-même est soumis à la politique de cost killing, où de toute façon, lui, doit donner du résultat. Et donc, à partir de là, la partie qui perd dans l'histoire, c'est forcément la sécurité, non ? Si c'est le cas, effectivement, c'est tout à fait dommageable. Mais en réalité, aujourd'hui, la montée en puissance de la menace cyber fait que, immanquablement, enfin, je crois que tous les groupes qui sont représentés ici sont à l'image de toutes les réflexions qui sont actuellement, enfin, qui sont menées dans le cadre de la filière. On voit très bien qu'il y a une imbrication extrêmement forte entre les problèmes de sécurité, les problèmes SSI, les problèmes donc de DSI. Et il y a. Mais qui a le lead ? Qui a le lead, c'est le grand patron au final, c'est lui qui va devoir trancher. Ouais. Et il est clair que, je pense que Christian pourra probablement mieux en parler que moi sur ce qu'il vit lui. Ouais, c'est difficile. Le lead, il appartient souvent à l'historique de l'entreprise. Ouais. Quand vous avez la chance d'une entreprise dans laquelle vous créez la direction de la sécurité, j'ai pu le faire, vous arrivez à aligner l'ensemble vous partez de la sécurité physique, bâtimentaire, gestion de badge, etc., en passant par les clés, en passant par la sécurité des systèmes d'information, jusqu'à la gestion de crise. Et là, vous arrivez à embraser le tout, vous gérez le tout, vous aidez à ce que l'entreprise gère le tout, vous êtes modeste, vous disposez du budget nécessaire, et là, vous avez une action qui peut être plus facilement comprise, surtout quand vous avez une opération globale qui concerne l'ensemble de la planète quand même. Quand vous êtes dans une entreprise historiquement installée autour d'une DSI d'un côté, d'une sécurité physique, d'une sûreté, d'une sécurité, etc., c'est beaucoup plus difficile. Mais en tout cas, et je le prône depuis une dizaine d'années que je fais de la sécurité des systèmes d'information, il ne faut pas laisser le responsable de la sécurité des systèmes d'information au sein de la DSI. C'est être juge et partie. Et c'est une erreur considérable. Et la plupart des RSSI qui se retrouvent dans cette situation se plaignent de ne pas être entendus, de ne pas être compris, de ne pas être écoutés et surtout pas disposer du budget nécessaire pour la raison que vous avez évoquée tout à l'heure, tout simplement. Mais alors justement, Hervé Guillou, vous défendez tous, a priori, l'idée d'avoir une filière, c'est-à-dire d'avoir une visibilité, une reconnaissance. La filière, c'est quoi ? C'est à la fois la formation, c'est la possibilité d'avoir une existence dans l'entreprise, une reconnaissance globale, la main sur la technologie. C'est tout ça, la filière ? Alors, la filière, c'est d'abord l'expression d'une volonté politique de traiter le problème de façon interministérielle dans des pays qui, historiquement, contrairement aux États-Unis, quand un DHS, on n'a pas de ministre de la sécurité. On a un ministre de la police, de la gendarmerie et de la sécurité civile. On en a un autre pour les frontières. On en a un troisième pour la défense. On en a un quatrième pour un certain nombre d'affaires de transport. Et donc, c'est d'abord la volonté d'approcher la sécurité comme un sujet transverse, ce qu'il est et qu'il a toujours été, parce qu'au-delà de la vision historique qu'on a, que la sécurité c'est une question de barrière, on met une barrière puis on met des gendarmes, ou on met une frontière, on met des douaniers. La sécurité c'est devenu une question de flux. Dans une vie dynamique et dans une vie économique, la sécurité c'est une question de flux. Et donc ça s'est complètement transformé quand on regarde la question de la sécurité des transports de bout en bout, que ce soit les transports de matériel ou d'humains, quand on regarde les questions de cyber, et ainsi de suite, c'est une question dynamique et une question de flux. C'est plus du tout question de maîtriser les barrières. Non. Donc ça c'est le premier sujet. Le deuxième sujet de la filière qui est fondamental, c'est que c'est une volonté de décloisonner le monde privé et le monde public. Bon. Il n'est plus possible que l'État, avec ses petits bras musclés, défende la France à lui tout seul, dans un monde qui s'est en fait largement dématérialisé et où les frontières de la sécurité de l'État ne s'arrêtent pas aux frontières de l'administration. Et à l'inverse, il est totalement impossible à l'industrie qui est encore très émiettée, qui a des histoires très différentes entre les gens qui viennent de l'aéronautique et de la défense, ceux qui viennent de l'informatique ou de l'électronique ou des télécoms, à une industrie qui n'est pas encore bien organisée, qui n'est pas structurée avec des niveaux de systémiers, d'équipementiers ou d'intégrateurs, d'arriver à proposer aussi une réponse construite et autre chose qu'un catalogue désuni de matériel. Donc cette rupture de la frontière historique du secteur public et du secteur privé
me paraît le deuxième axe fondamental. Le troisième axe fondamental, c'est effectivement de traiter des problèmes systémiques du pays. C'est la question de l'analyse capacitaire des besoins. Ça, c'est fondamental. Ça concerne les opérateurs publics, mais aussi les opérateurs privés, comme EDF, France Télécom, Veolia ou autres. La deuxième question, c'est de remplir les trous en matière de technologie. Il y en a quelques-uns. Il y en a de nombreux dans la cybersécurité, par exemple sur les systèmes industriels, mais il y en a d'autres dans l'évolution des bâtiments intelligents, dans les questions de transport aérien et de trafic aérien, par exemple. Et puis le troisième sujet, c'est effectivement d'arriver à développer en France et aussi en Europe, et ce n'est pas le plus simple, une véritable politique industrielle basée sur une politique de normes, de standards, une politique export et une politique de souveraineté. Parce qu'il ne faut pas oublier que certes on a envie d'être sécurisé, mais on n'a peut-être pas envie d'être sécurisé par n'importe qui. Et ça, je pense que c'est un des grands chantiers de la filière. Alain Boer, en guise de conclusion de cette table ronde, d'abord on comprend qu'il y a une question de moyens. Ce n'est pas forcément une bonne période aujourd'hui pour mettre des moyens quand on est un gouvernant. En tout cas, c'est ce qu'on croit comprendre. Et puis, tout à l'heure, Patrick Haas évoquait l'avenir quelque part, les drones, les robots. Est-ce que c'est ça aussi, l'avenir de cette filière ou le danger ? Les deux probablement, parce que les drones, ça sert à la fois à faire des choses bien et des choses moins bien. Et comme tout produit, le radium, ça tue et ça sauve. C'est une question d'exposition et de dosage. Non, le problème, je crois, il est lié à l'acceptation du bouleversement culturel qui fera en sorte que la sécurité devienne un espace d'exploitation naturel comme tous les autres, et qu'elle, au lieu d'être une espèce de truc entièrement à part, elle devienne un secteur d'activité économique à part entière. Ça existe dans beaucoup de pays, c'est d'ailleurs ceux où la question ne se pose pas. Il serait impossible d'avoir le débat que nous venons d'avoir aux États-Unis ou en Grande-Bretagne. De quoi vous nous parlez, ce n'est pas un sujet. La question a déjà été résolue parce que c'est un sujet économique comme un autre, traité comme un autre, par des gens qui vivent ça comme les autres. Nous sommes probablement les seuls à encore considérer avec des pincettes et une sorte de terreur visant à penser que ça pourrait être contagieux, la privatisation de la sécurité, l'État régalien, qui n'a jamais été aussi régalien qu'aujourd'hui. L'État régalien des origines traitait de choses essentiellement simples, la protection des institutions, la protection des frontières, la lutte contre la fausse monnaie et l'homicide, car seul le roi avait le droit de vie et de mort et de ses sujets. Tout le reste n'était pas régalien et tout le monde s'en occupait au niveau local avec des polices locales, des forces locales, et c'était le territoire qui faisait la loi. Nous avons un problème généralisé où l'État a décidé que tout devait être en prêt-à-porter. Le passage au sur-mesure est toujours un peu délicat, ça nécessite quelques adaptations, mais paradoxalement, ça n'est pas une question de moyens. Nous pouvons faire aussi bien avec autant de moyens mieux répartis et beaucoup moins de gaspillage et de dépenses inutiles sur des secteurs dont on se dit qu'on ne pourrait pas s'en séparer, c'est-à-dire la préservation absolue de secteurs déjà morts et l'incapacité à investir dans ceux qui sont créateurs d'avenir. C'est un problème majeur. Les drones, c'est pas l'État qui les a créés. Nous sommes le pays militairement le plus en retard sur les drones, alors que nous sommes un pays majeur en matière de défense aérienne. C'est une curiosité quand même. Nos drones aujourd'hui sont des drones importés. Nous ne sommes pas foutus dans le secteur militaire de créer des drones. Par contre, dès que c'est paru dans le secteur privé non militaire, non défensif, des dizaines de boîtes ont créé des drones, en général d'ailleurs avec de jeunes Français ou des investisseurs et des inventeurs français, mais évidemment qui ont été les inventés dans des pays beaucoup plus accessibles, beaucoup plus sympathiques et beaucoup plus reconnaissants devant les entrepreneurs. Entrepreneur n'est pas un mot américain, contrairement à ce que pense George Bush, c'est un mot français et par ailleurs, ça n'est pas un gros mot. Merci beaucoup Alain Boer et merci à vous tous qui étiez là, Thierry Delville, Christian Agroum, Hervé Guilloux. Merci pour cette table ronde. Bon appétit à vous tous. La soirée continue et commence pour ce qui est du repas. Et puis on se retrouvera un peu plus tard pour la suite des événements. Bon appétit.